Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, l'espace d'un podcast, j'aimerais revenir sur le dernier film de Robert Eggers, qui était pour moi une des plus grosses attentes de cette année, The Northman, sorti donc il y a quelques jours, troisième film de son auteur avec lequel j'ai beaucoup d'atomes crochus si je puis dire, et qui suscite chez moi beaucoup de fascination. Effectivement à divers niveaux, parce que The Lighthouse, qui est son deuxième film, je vais y revenir un petit peu, un film sur lequel j'ai pas mal de réserves, mais The Witch pour le coup, pour moi c'est un énorme coup de cœur, c'est un film qui pour moi est important, c'est pour moi clairement toujours son meilleur film à date pour le moment. Il y a un style très particulier chez Robert Eggers, c'est un esthète dans une certaine mesure, avec sa propre manière de le concevoir, mais en tout cas c'est un vrai pur esthète. C'est un type qui travaille fondamentalement sur la folk horror. Dans The Northman, il y a encore des traces de folk horror, même si le côté horreur pure, dans une certaine mesure, est un petit peu mis de côté. Il y a quelques passages ou quelque chose d'horrifique, mais on est dans un autre genre, on bascule dans le revenge movie pour le coup. Mais en tant que tel, voilà, on a quand même ce fond folklorique, fondamentalement, qui est très important pour lui. The Witch, c'était un film qui m'avait beaucoup touché justement pour ce côté folk horror qui me parlait énormément. Il y a cette manière très viscérale de traiter le genre, de le traiter de manière très sérieuse, vraiment très premier degré, de poser son genre aussi et ses narrations sur ses personnages qui sont souvent extrêmement creusés et aussi qui sont interprétés par des acteurs extrêmement bien dirigés. Bon, je rappelle pour The Witch qui sort en 2015, on a Anya Taylor-Joy dans son premier rôle au cinéma, un de ses premiers rôles en tout cas, qui est incroyable dans le film. Et le film finalement a une profondeur. C'est des films qui sont très cryptiques la plupart du temps, mais qui proposent un univers fantastique assez fou, profondément mythologique. Alors toujours un petit peu cette figure de la sorcière qui est toujours en fond, un petit peu en filigrane de ces narrations-là, puisque effectivement vous avez donc The Witch qui traitait directement de la sorcellerie. Vous aviez dans The Lighthouse, alors, pas la sorcière, mais ce personnage de la sirène dans une certaine mesure, en tout cas de la femme avec des pouvoirs dans une certaine mesure, si je fais ça de manière un petit peu grossière pour essayer de résumer ça pour le moment. Et puis vous avez le personnage de la sorcière qu'on retrouve ici, qui est aussi interprété par Anya Taylor-Joy dans The Northman. Donc disais-je, film style très tourné vers la folk horror évidemment. Il y a un élément aussi dans The Witch que j'aime beaucoup et qu'on retrouvera aussi, c'est cette manière qu'a Robert Eggers, extrêmement aisée, un vrai savoir-faire dans cette composition d'images fortes en fait, d'images puissantes, qui sont puissantes émotionnellement, mais qui en même temps vont se graver sur votre rétine. Si vous voulez, les cadres de Robert Eggers sont très picturaux, et quelque chose de fondamentalement à chaque fois mythologique. Il en impose mythologiquement, il en impose de fait émotionnellement, et c'est quelque chose qui va rester cinématographiquement dans vos yeux, dans votre rétine. Il y a quelque chose encore une fois qui est aussi véhiculé un petit peu par l'ambiance, c'est-à-dire que toute cette ambiance baigne ces images-là, et c'est une ambiance extrêmement bien posée. C'est des films qui prennent leur temps, pour poser une ambiance très très particulière. Il y a toujours ce jeu aussi, toujours très particulier aussi, qui est parfois très risqué et très casse-gueule sur le grotesque aussi, parce que dans justement son évocation d'un folklore, que ce soit dans le cadre de la sorcellerie, dans le premier, dans The Witch, ou que ce soit le cadre de ces marins qui sont pour le coup dans ces phares qui demeurent un certain temps isolés et qui sombrent dans la folie, et tout ce folklore maritime aussi qui est très présent, il est toujours à la lisière du ridicule, il est dans le grotesque. Il y a totalement ça dans The Northman aussi, vous avez ces longs moments où vraiment il prend beaucoup de temps pour témoigner un petit peu de ces moments folkloriques qui sont importants parce qu'ils posent l'ambiance, qu'ils contextualisent, et ça je trouve ça super, c'est important de faire ça. Parfois encore une fois on flirte vraiment avec le ridicule, mais parce qu'encore une fois on est dans un contexte différent, mais voilà, on est vraiment dans le grotesque, mais dans ce qu'il a de plus poétique, de parfois extrêmement macabre, et c'est ça que j'adore en fait chez ce mec-là. Et puis il y a cette viscéralité aussi qui était très présente, alors qui justement, et ce sera partie de mes petites réserves un petit peu sur The Northman, c'est son manque justement de viscéralité. Je trouve qu'il y en a moins que dans The Witch par exemple, qui est vraiment un pur film, un pur trip viscéral. Ça passe par des choses très simples, encore une fois, c'est par la manière dont il va traiter notamment la violence. C'est-à-dire qu'il est toujours, c'est ça que j'aime beaucoup chez Robert Eggers, on n'est pas forcément dans une violence graphique, dans une violence qui est montrée de manière systématique, on est dans une alternance de monstration et de suggestion. Mais ce qui est très intéressant dans The Witch, c'est que quand il montre de la violence, il y va de manière extrêmement crue, et tout ça est fait avec beaucoup d'effets spéciaux pratiques. Moi, ce qui me dérange un petit peu, mais on y reviendra dans The Northman, c'est qu'on est beaucoup sur de la giclase de sang numérique, et Dieu sait que j'aime pas trop ça. Alors, ça reste très brutal, très violent quand même, malgré tout, mais je trouve qu'on perd un petit peu en viscéralité, notamment par ce traitement un peu numérique de la violence. The Lighthouse quand même, parce que je voulais en parler rapidement, c'est un film sur lequel j'ai un peu plus de réserve que sur les deux autres, parce que bon, pour moi, c'était un petit peu ce que je
ressentait un petit peu dans The Witch, mais The Witch ça fonctionnait parce qu'il y avait cette forme d'innocence qui, si vous voulez, l'amenait à être plutôt humble, pas sûr de ses billes, et c'est ça qui était intéressant, cette fragilité justement, hein, qui découlait un petit peu de son innocence, qui faisait aussi la beauté absolument fulgurante du film. Là je trouve que dans The Lighthouse, il prend un peu plus ses marques, et on en arrive à quelque chose où il sait qu'il est capable de faire des plans absolument somptueux, et il en joue, et on arrive sur quelque chose qui est presque poseur. Et ça me dérange un petit peu dans le film. Je trouve que là où dans The Witch c'était un moyen, la forme, pour raconter une histoire, je trouve un petit peu que dans The Lighthouse, on est plus dans une fin en soi à certains moments. Alors il n'empêche qu'il y a énormément d'éléments esthétiques que je trouve vraiment intéressants et qui sont parfaitement en adéquation avec la narration. Je pense notamment au choix du 1.19 parce que je trouve que visuellement c'est extrêmement intéressant parce que ça donne ce côté, ça fait écho véritablement au contexte dans lequel se passe la narration, au lieu dans lequel se passe la narration, qui est ce phare, qui est un truc très exigu, qui est en hauteur, qui est très fin, et ça justement ça va jouer dans ce côté extrêmement claustro. Le côté claustro aussi, côté huis clos, c'était un truc qu'il y avait aussi dans The Witch, hein, puisqu'on était vraiment enfermé dans cette clairière, hein, tout du long, qui était cernée par la forêt, et par cette sorcière qui se promenait dans la forêt. Là, pour le coup, ici, on est vraiment enfermé sur ce petit îlot, avec ce phare, et donc ça conférait vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez singulier dans la manière dont on traite, en tout cas, c'était tourné aussi en noir et blanc, et je trouve que le grain, il y a un vrai travail sur le grain chez Robert Eggers, où on va jouer sur le sale. On n'est pas dans une sorte de pellicule, dans un visuel qui est lissé à outrance, qui est totalement dépourvu de caractère. Là, il y a un caractère très très fort. Après, moi, c'est voilà, sur tout le reste, je trouve que le film parfois était un petit peu long, parfois se regardait filmé. Je trouve que là, pour le coup, le côté grotesque basculait à ce moment dans le ridicule, quitte à sombrer un petit peu dans la comédie involontaire, même si je pense évidemment qu'il y a un parti pris quand même, qui est de faire une comédie noire aussi, je pense, fondamentalement. Mais je trouve que c'était pas forcément au moment où le film se voulait être drôle qu'il l'était vraiment. Et c'était un peu étrange comme film. Alors, j'en ressortais avec quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que j'aime ce côté cryptique chez Robert Eggers, j'aime qu'il me mette dans une sorte de malaise parce que je comprends pas vraiment ce que je suis en train de regarder. Ça, il y a pas de souci, j'adhère en fait, mais je suis pas sûr que dans l'intégralité du film, en tout cas dans mon ressenti, tout était voulu, tout était calculé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues finalement à des erreurs, à des petits soucis de rythme, à des petits soucis aussi, je pense, d'ego, parce que je pense encore une fois que Robert Eggers a un certain ego qui a bien pris ses marques et qu'à partir de là, il sait ce qu'il fait, il va jouer de ça, et ça me posait un petit peu problème. Alors, il n'en demeure pas moins aussi, élément très important, je parlais tout à l'heure d'Anna Taylor-Joy dans The Witch, Robert Pattinson et William Dafoe sont absolument dingues dans le film, ils sont incroyables, donc le film est très très fascinant, mais je trouve qu'il fonctionne moins bien, à tel point qu'à certains moments dans The Lighthouse, j'ai vu l'ennui quelque peu poindre, et ça fonctionnait un petit peu moins bien. Mais encore une fois, je ressens avec des images extrêmement fortes, malgré tout, notamment le plan final, il me semble, qui ramène immédiatement effectivement Mythe Prométhée, et que je trouvais extrêmement puissant. Et il y a pas mal d'autres séquences, vraiment, quand le film d'ailleurs part dans le fantastique véritablement, ou qu'en tout cas on a des visions, on a vraiment le fantastique qui est posé de manière graphique, je trouve qu'il le fait extrêmement bien, et avec une vraie étrangeté. Et c'est ça que j'aimais beaucoup dans The Lighthouse, notamment, c'est ces figuration vraiment concrète du fantastique à des moments donnés, et ça me plaisait beaucoup. Et ça permet de faire la transition finalement avec The Northman, parce qu'en certaine mesure c'est quand le film aussi bascule dans ces délires fantastiques, qui encore une fois pourraient être ridicules, mais il y a justement cette très fine ligne du grotesque, qui fait que ça fonctionne très bien. Et puis il y a quelque chose en fait de cette ouverture mythologique qui marche très bien à travers le film, et qui fait que graphiquement c'est somptueux, et cette beauté graphique ouvre, encore une fois, sur quelque chose de profondément mythologique. Donc, The Northman, on est sur un revenge movie, c'est adapté à un conte islandais qui lui-même, en tout cas, était une inspiration pour Shakespeare pour son Hamlet, puisque au passage le personnage s'appelle Hamlet. Bon, le H n'est pas placé au même endroit, il est à la fin dans The Northman, et il est au début effectivement chez Shakespeare. Donc c'est inspiré à peu près, voilà, on a même finalement le même canevas narratif dans une certaine mesure. C'est écrit au passage par un Islandais en scénario, qui a été présenté, il me semble, par Björk, qui a un petit rôle dedans à Robert Eggers, qui au passage voulait pas travailler, il me semble, sur ce que j'ai pu lire, sur des récits vikings, parce qu'il y avait quelque chose qui le dérangeait dans la manière de traiter cette masculinité qui n'est plus vraiment en adéquation finalement avec le monde dans lequel on vit. Mais il a trouvé, au travers de ce récit, au travers de ce scénario, quelque chose, en tout cas, qui l'intéressait. Et vous avez, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que le film n'a pas qu'un traitement qui est posé sur les personnages masculins. Le personnage interprété par Anna Taylor-Joy est un personnage extrêmement important, et important dans le destin de ce personnage masculin. Et en même temps, bon, le film se permet justement
ces délires vikings brutaux, ce culte de la force, ce côté volonté de puissance, ce côté surhomme qui est quand même hyper cool, qui ramène, moi je trouve énormément à God of War. Je trouve qu'il y a quelque chose dans une certaine mesure du God of War live un petit peu à certains moments. Donc on suit le personnage de Hamlet, dont le père est assassiné par son oncle. Il va s'enfuir à ce moment-là. Il va vivre quelque temps en tant que guerrier. Alors il me semble que ça se passe en Irlande, la deuxième partie, si je ne me trompe pas. Donc il est guerrier, hein, c'est un berserker qui va en gros conquérir plusieurs villages, on le voit ça au début. Hein. Alors lui a un comportement un petit peu différent de ses camarades qui massacrent, tuent, violent sans vergogne. Lui justement, eu égard à son passé, agit très différemment. Une nuit, une femme étrange, une sorte de pitié finalement, lui apparaît et lui révèle son destin qui est de retourner. Alors il est toujours extrêmement en colère et justement cette colère, il la met au service en tout cas du groupe de guerriers auquel il appartient, mais elle va finalement le rediriger vers son destin qui est d'aller tuer son oncle qui a tué son père de fait, et donc poser cette vengeance, puisque au passage, hein, il faut quand même le citer au tout début du film, évidemment, on le voit enfant, et son père donc va l'amener dans un temple où ils vont vivre une nuit psychédélique, si je puis dire, étrange, bouleversante, et qui va être le passage à l'âge adulte de cet enfant, à qui son père va léguer dans une certaine mesure tout ce qu'il a, si jamais il venait à perdre la vie, en tout cas. Donc il y a ce truc-là qui est posé très très clairement en amont, et qui fait que, voilà, pour le coup, son destin est déjà tracé, et dès lors qu'il va se rappeler à lui, il va décider donc de repartir en Islande, de se rapprocher le plus possible de son oncle en se faisant enrôler en tant qu'esclave dans ce coin un petit peu Main Island, hein, parce que pour le coup c'est pas justement c'est un fermier, hein, son oncle il a ce petit truc là où on lui dit très 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 clairement au début que ce n'est pas un grand roi, c'est juste un fermier avec quelques soldats, quelques esclaves, mais il a finalement pas grand chose, il vit vraiment en pleine nature. Donc Hamlet repart au pays, assouvir sa quête de vengeance et sauver sa mère qui depuis a épousé son beau-frère. Voilà en gros un petit peu l'histoire, très simplement, on est sur la base de cette mesure du Hamlet de Shakespeare, hein. Enfin c'est le même canevas narratif, le roi lion si vous voulez aussi, ou le roi Léo si vous préférez effectivement, plus citer évidemment le film japonais, évidemment. Donc on est sur un canevas, finalement, encore une fois je le disais, un classique, un archétype, hein, du film de vengeance. D'ailleurs, le film va pas fondamentalement vous surprendre en termes narratifs, mais c'est pas le but en tant que tel. Ce qui est encore une fois intéressant chez Robert Eggers, c'est cette capacité qu'il a à poser une ambiance, à travailler son image, à travailler sa forme. Il y a des plans absolument incroyables dans le film, hein. Je pose les premières choses, hein, qu'on voit, c'est que vous avez un peu tout le prologue, si je puis dire. Le film est découpé en chapitres, hein, mais vous avez tout le prologue où on découvre cette cérémonie, si je puis dire, d'intronisation de l'enfant, qui va devenir et qui va passer à l'âge adulte, qui se clôt en fait le lendemain matin par le meurtre du père et la fuite de l'enfant. Et vous avez ensuite la vie quelques années plus tard, un certain nombre d'années plus tard, de Hamlet, qui pour le coup fait partie de ce groupe de guerriers, et on les voit donc attaquer un village. Et vous avez cette séquence incroyable où vous avez 3 plans séquences, il me semble, qui sont raccordés et qui sont une sorte de travelling latéral qui va suivre le personnage d'Hamlet, qui va progresser de l'extérieur du village jusqu'à l'intérieur, et il va massacrer tout un tas de types. La séquence est incroyable, elle est visuellement somptueuse, et en plus elle est très intéressante parce qu'elle est extrêmement jouissif, parce que finalement tout semble rouler parfaitement. Vous avez ce plan, mais qu'on voit dans la bande-annonce, il me semble, où vous avez un type des remparts qui envoie une lance, Hamlet est dehors, donc à l'extérieur des remparts, il récupère la lance, il se retourne, il la renvoie, il l'envoie sur le mec à côté. Tout semble en fait parfaitement organisé, ça va très bien. La question du dessin, parce que c'est une tragédie, fondamentalement ça fonctionne comme une tragédie, on nous parle énormément de destinée, du fait que cette destinée ne pourra pas y couper, quoi qu'il fasse, il va devoir choisir à un moment donné, choisir dans une certaine mesure de refuser son destin, ou de sauver ce qu'il aime, ou d'aller assouvir sa vengeance, ou peut-être les deux d'ailleurs. Il va devoir choisir. Il a un destin de toute façon qui n'est pas un véritable choix, puisque tout ça est destiné. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les séquences d'action, et notamment le prisme du plan séquence est intéressant, puisque le plan séquence, fondamentalement, pour que ça marche, il y a une forme d'harmonisation, on harmonise tout ça, il faut que tout se passe, tout soit très bien huilé pour que le plan séquence fonctionne. Et en fait, formellement, le plan séquence traduit très bien ce côté de monde harmonisé dans l'optique de satisfaire un destin particulier. Et donc cette surpuissance du personnage principal, qui ne semble jamais pouvoir mourir au combat, ça fonctionne très bien, puisque de fait il n'est pas censé mourir à ces moments-là, il est censé accomplir son destin. Et on sait que ce destin ne se scellera pas dans ce premier combat. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que, encore une fois, ce côté
combattant qui parvient à tout éviter, à tout esquiver. À ce moment, il y en a un qui lui lance une lance aussi pareil, où il simplement il décale sa tête sur le côté, la lance passe à côté, etc. Tout ça semble, encore une fois, parfaitement harmonisé. Encore une fois, c'est extrêmement jouissif, ça fonctionne très bien. Mais tout ça, encore une fois, témoigne de ce destin qui semble guider le monde. Et donc, ça marche très très bien. En plus, encore une fois, d'être très 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 jouissif. Au-delà de ça, je parlais de la folk horror aussi tout à l'heure, parce que fondamentalement, c'est l'une des caractéristiques fondamentales du cinéma de Robert Eggers jusqu'alors. Là, pour le coup aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce côté folklorique, comme je disais, qui est très 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 poussé, où on prend beaucoup de temps de nous décrire, en tout cas, les rites, ces rites païens, parce que c'est fondamentalement ça qui intéresse Robert Eggers, hein, c'est les rites, ce sont les rites païens, qui soient les rites de sorcellerie, les rites des marins, et ici les rites des vikings. Donc il nous les décrit vraiment de manière, encore une fois, très anthropologique, hein. Vous avez cette séquence autour du feu, avec Hamlet et ses compagnons au tout début, où ils se mettent tous à hurler. Alors, il y a beaucoup de hurlements dans le film, évidemment très très bestiaux, et ça fonctionne très bien, parce que nous, on regarde ça avec quelque chose d'une approche quasi documentaire à ces moments-là, et c'est vachement intéressant. Alors en plus, ça permet de varier en fait beaucoup le ton du film. Il y a beaucoup de ruptures de ton, et ça fonctionne aussi très bien. Et tout ça, c'est accolé aussi avec un travail de l'image qui est constamment hyper inventif. En fait, il y a un travail, parfois c'est très monochrome. Une partie, alors, sans spoiler, hein, du final, est plutôt on travaille sur quasiment du théâtre d'ombre. Avec une séquence, encore une fois, il y a un contexte extrêmement jubilatoire, avec des trucs que t'as rarement vus, ou que t'as envie de voir, en tout cas, quand on te les propose. Parfois, il est extrêmement dans le travail de la nature, en faisant ressortir les couleurs de la nature. Il y a ces moments en nuit américaine, qui sont absolument magnifiques également. On alterne notamment avec énormément de paysages différents aussi. Le film fait énormément voyager dans une certaine mesure, propose toute une palette de traitements graphiques. On va jouer énormément sur la colorimétrie, sur la lumière, pour essayer de travailler ça. Cette variété, on la retrouve aussi continuellement dans les mouvements de caméra, puisque la caméra d'ailleurs est toujours en mouvement. Donc on a effectivement, je disais tout à l'heure, ce travail de plan-séquence, on joue beaucoup sur des panoramiques latéraux aussi. Il y a plein de choses hyper intéressantes, où on travaille aussi sur ce qui est dans le cadre, ce qui est hors champ, sur la monstration, la suggestion, notamment sur la question de la violence. C'est hyper intéressant, c'est hyper varié, c'est très 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 inventif. Il y a aussi ce traitement parfois du fantastique qui est hyper intéressant aussi, où le film vraiment bascule pleinement. Alors évidemment, le film justement reste beaucoup sur quelque chose de fondamentalement métaphorique, mais qui convoque énormément d'éléments mythologiques. Je pense notamment à cette séquence incroyable, qui est pour moi certainement une des plus belles du film, lorsque le personnage de Hamlet va aller chercher son épée. Il tombe dans une sorte de trou, de crevasse sur lequel il va se retrouver, et là on est sur de la pure fantaisie face à une créature millénaire qui tient cette épée et qu'il va affronter. Et je trouve que justement la chute de la séquence est hyper intéressante, et en fait témoigne justement de qu'est-ce que c'est qu'un mythe. Et ça c'est hyper intéressant, qu'est-ce que c'est un mythe pour l'individu humain. En quoi le mythe permet d'évoquer dans une certaine mesure, d'exprimer la condition humaine. Et je trouve que cette séquence-là, en fait, elle est relativement courte, elle est à la fois extrêmement galvanisante en termes de fantasy, effectivement, si vous aimez la fantasy et la dark fantasy, ça fonctionne à mort, c'est magnifique. Et en même temps, en fait, la chute de la séquence, vous verrez, parce que la séquence, il y a vraiment une chute, elle témoigne encore une fois du pouvoir du mythe, de qu'est-ce que c'est qu'un mythe. Et c'est un film justement qui traite au-delà de ça du mythe, mais ça a toujours été le cas, encore une fois, chez Robert Eggers. La folk horror, c'est un genre par définition qui traite de la puissance du mythe en tant que vecteur de sens, qui donne du sens à notre condition humaine. Et je trouve que ça, c'est merveilleusement bien traité, en fait, notamment à l'échelle de cette séquence-là, que je trouve incroyable. Mais vous avez pas mal de moments, vous avez une séquence ou deux avec une Valkyrie aussi, que je trouve assez incroyable visuellement aussi, qui, encore une fois, flirte toujours un petit peu avec le grotesque, mais c'est justement parce qu'il prend ces libertés-là, parce qu'il prend ce risque-là, que visuellement ça ne ressemble à rien d'autre, en fait. C'est typiquement le genre de film où tu te dis, bah j'ai jamais vu ça traité de cette manière. C'est pas un film qui cherche à te brosser dans le sens du poil. Alors c'est un gros budget en plus, c'est finalement assez risqué, parce que le film a coûté je crois 70 ou 90 millions, je sais plus, je crois qu'il y a eu des rallonges par la suite. C'est un film qui a coûté cher, mine de rien. Et on a quand même laissé assez allègrement Robert Eggers faire son truc quand même. Alors moi c'est vrai que je lui reproche un petit peu cette approche de la violence, alors qui est peut-être tributaire justement de ce budget relativement conséquent. Peut-être qu'on lui a dit justement qu'on l'a amené, ou peut-être que lui-même d'ailleurs s'est bridé à ce niveau-là. Je trouve que la violence manque de viscéralité, ce qui est quand même finalement assez paradoxal dans un film qui se veut brutal, barbare, viscéral. Il l'est pas vraiment, il l'est à certains moments. Je trouve notamment dans les passages de rituels
ou des purs passages de folk horror en fait, qui sont folkloriques et qui confèrent un petit peu à la folk horror à des moments, parce qu'il y a certaines images qui sont vraiment perturbantes, notamment lorsqu'il y a ces sortes de tripes et qu'on est au sein de la psyché des personnages, parce que c'est fondamentalement encore une fois un trip psychanalytique, c'est-à-dire que encore une fois je reviens sur le mythe, hein, mais cette idée que la puissance psychanalytique du mythe, elle est parfaitement illustrée dans le film. Bon, le film va même de manière assez directe au bout d'un moment poser l'idée du complexe d'Oedipe, qui est vraiment posée très très clairement et de manière peut-être un petit peu too much, mais en même temps qui fonctionne très bien et qui fait que c'est une révélation intéressante à un moment du film. Ça me permet juste au passage de faire cette petite parenthèse sur Nicole Kidman qui est intéressante dans le film, parce qu'on je parlais de la sorcière aussi, Nicole Kidman qui fondamentalement visuellement ne ressemble plus à rien, mais c'est parce que justement elle a cette étrangeté qui est due à toutes ces opérations de chirurgie esthétique qui sont finalement complètement anachroniques en fait par rapport à l'époque à laquelle le film se passe, qui crée le fait que Nicole Kidman a quelque chose d'immédiatement monstrueux et de diabolique en fait dans son visage visuellement, qui fait que c'est vraiment étrange. Je trouve que justement son visage, qui pourrait être problématique parce qu'effectivement elle lui permet pas d'exprimer une palette d'émotions extrêmement riche, extrêmement variée, mine de rien c'est assez intéressant parce que ça va jouer sur le personnage qu'elle incarne, personnage encore une fois qui a quelque chose d'assez diabolique en fait, et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir utilisé ça, et justement cette manière en fait de traiter la modification du corps avec des moyens contemporains qui ne correspondent absolument pas à ce qu'était l'époque, ça lui donne quelque chose qui est très inquiétant, qui a quelque chose fondamentalement de l'inquiétant étrangeté. Et pour revenir à la violence justement, et la réserve que j'ai sur le film, évidemment, c'est cette violence-là, je trouve que le film manque de barbarie, il est jamais véritablement choquant, il est jouissif visuellement, ça fonctionne, c'est... encore une fois, je vous parlais de ces 3 plans séquences, hein, il me semble, je dis 3, mais... vérifiez et dites-moi dans les commentaires hein, si je me trompe pas, mais ces 3 plans séquences raccordés, c'est extrêmement brutal, extrêmement violent. Il y a même des moments où il y a de la tripaille, il y a quelques têtes qui sautent. C'est assez brutal, ça fonctionne bien, mais je trouve que notamment le sang numérique, qui est pour moi toujours un truc extrêmement problématique, j'ai vraiment beaucoup de mal, ça me pose un petit peu problème, parce que évidemment le côté de passer par cette violence un petit peu qui passe par le numérique, par le trucage numérique, c'est intéressant parce que ça permet justement d'éviter les inserts et de conserver justement une sorte de violence qui est dans un cadre large et qui donne l'impression, tout du moins, qui permet de susciter énormément d'immersion et de donner l'impression que finalement il n'y a pas de simulation, il n'y a pas de trucage, mais finalement ça crée malgré tout, dans cette forme de perfection, quelque chose qui fait qu'on perd vraiment en violence, et on voit que c'est du numérique. Je trouve que c'est pas toujours bien intégré. Donc c'est ces petits moments-là en fait qui m'ont un peu posé problème. En fait j'étais un petit peu entre les deux, entre la jouissance de voir ce truc-là, de voir ces enchaînements qui sont hyper intéressants, hyper harmonieux, comme je disais tout à l'heure, qui ramènent un peu la tragédie, et qui fait que tout ce qui a ce côté vraiment volonté de puissance qui s'exprime pleinement au travers de ce personnage, mais en même temps, voilà, il y a ce petit truc qui fait que moi j'aurais voulu un peu plus de concret, un peu plus de viscéralité, un peu plus de matière, si je puis dire, à ces moments-là, dans les actes de violence, j'entends. Et pour terminer, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une vraie propension, tu vois, si on compare par exemple au chef-d'œuvre qu'est le Conan de John Milius, qui avait ce côté très ambigu, en tout cas, dans sa manière de traiter de la masculinité et de traiter aussi les personnages féminins, qui étaient vraiment ambigus là-dessus, mais c'est ça qui était justement intéressant, puis c'est un film qui était dans son époque et qui était cohérent dans son contexte, évidemment, qui était pertinent dans son contexte. Là, je trouve que Robert Eggers, alors qu'il montre justement cette masculinité exacerbée à travers ses personnages, arrive finalement à faire quelque chose de prendre un petit peu le contre-pied de ce que ça pourrait susciter. Et le film, notamment à travers ses personnages féminins, parce que je trouve ça intéressant, c'est que ces personnages féminins ne sont pas des faibles, c'est pas une woman in distress classique, le personnage d'Anna Taylor-Joy, ou le personnage de Nicole Kidman, sont des personnages qui sont extrêmement forts aussi, et qui finalement, dans une certaine mesure, ont le pouvoir sur les hommes. Finalement, la masculinité toxique des hommes, des personnages qui sont ici, sont intéressants, pour utiliser un terme un petit peu, si je puis dire, contemporain à la mode, si je puis dire, parler de masculinité toxique. Elle s'applique principalement sur les hommes eux-mêmes, en fait. C'est eux qui sont les victimes de leur propre masculinité toxique, c'est intéressant. Et les femmes arrivent justement à s'extraire de ce cadre-là. Elles sont vraiment en dehors de ça. Et ça, je trouve ça intéressant, en fait, cette manière de traiter, cette masculinité qui est inhérente à cette époque-là, qui est inhérente à tout ce type de mythe, à tout ce type d'imagerie, mais de la retourner, en fait, contre ces personnages masculins, en montrant finalement ils subissent cette condition, comme ils subissent leur destin. Ils subissent le fait d'être des hommes aussi,
parce que justement c'est ce qui va les amener à se retrouver à devoir satisfaire un certain type d'enjeu en tout cas dans leur existence. Et ça je trouve ça hyper intéressant, je trouve qu'il arrive vraiment à porter ça et à retourner ça de manière finalement assez fine pour pouvoir juste être plus en adéquation avec son époque, tout en conservant dans une certaine mesure le bain dans lequel baigne ce type de récit. Et je trouve ça assez fascinant de réussir à ça en fait. Parce que finalement, donc le personnage d'Hamlet, il ressort très bien, son antagoniste, son oncle ressort très bien aussi, qui est un personnage très intéressant parce que très nuancé, mais d'ailleurs, le film, grossièrement, n'est pas manichéen pour un sou, justement, il joue énormément la carte de la nuance, par le biais du fait qu'il passe beaucoup de temps, justement, à travailler les atermoiements psychologiques de ces personnages, au travers de ce que justement aussi le mythe permet pour pouvoir rendre visible, en tout cas rendre extérieur, qui est une forme d'extériorisation d'état intérieur de personnages. Donc ça c'est magnifiquement bien foutu. Donc ces personnages-là d'hommes en fait sont très intéressants, très forts. Et puis à côté de ça, vous avez aussi les deux personnages féminins, interprétés comme je disais par Nicole Kidman et Anya Taylor-Joy, qui sont des personnages aussi extrêmement forts et extrêmement importants, qui ont un poids, si ce n'est d'ailleurs peut-être même plus important dans le récit que les deux personnages masculins finalement. Elles ont un petit peu, c'est vrai que je trouve assez chouette, elles ont un regard quasiment extérieur, en fait elles assistent justement à ces hommes qui s'enferment dans leur propre engrenage, eu égard à ce que leur masculinité devrait dire d'eux et devrait les amener à agir en fait, dans la manière dont elle devrait les amener à agir. Donc je trouve ça c'est hyper chouette en fait de travailler sur ce truc là. Et puis il y a cette opposition nature-culture qui je trouve fonctionne assez bien en fait, où les femmes sont plutôt du côté de la nature, ce qui est peut-être paradoxal eu égard justement au visage de Nicole Kidman qui est justement pas très naturel et qui est vraiment l'incarnation des déviances si je puis dire de la culture, et en même temps vous avez ces hommes qui sont plutôt du côté de la culture en fait, et je trouve ça intéressant notamment au travers de tous ces rites etc qui s'efforcent autant que faire se peut par tous les questionnements intermoments moraux, de se décoller de la nature le plus possible. Donc je trouve que c'est intéressant de se poser comme étant au-dessus de la nature. Je trouve ça assez chouette en fait de jouer aussi sur cette dichotomie-là aussi dans le film. Il y a énormément de choses, c'est ça que je trouve extrêmement passionnant dans le film, et ça qui me fascine en fait, c'est que je pense qu'il y a des choses énormes, il y a un nombre incalculable de questionnements à poser à l'intérieur de ce film, encore une fois au sein d'un récit archétypal extrêmement simple. C'est justement parce qu'il est encore une fois simple et archétypal, donc qui nous parle et qui nous renvoie à tout un tas de choses et à tout un tas de mythes, qu'il est extrêmement puissant et riche, notamment au terme d'une analyse, enfin dans le cadre d'une analyse. Donc, The Northman, c'est un bijou, moi je trouve que c'est vraiment un très bon film. C'est une des petites claques de cette année que j'ai prise quand même. Ça m'a un petit peu, si je puis dire, réconcilié avec Robert Eggers, parce que c'est vrai que, encore une fois, The Lighthouse m'avait un petit peu laissé de côté, et j'avais eu dans une certaine mesure un petit peu peur de ses projets futurs. Quand même il me titillait, c'est-à-dire qu'encore une fois dès que j'ai entendu parler de Northman, moi je me suis précipité dessus évidemment, et ma hype était totale, mais j'avais quand même cette appréhension eu égard au fait que j'étais sorti un petit peu déstabilisé, mais au sens un petit peu plutôt négatif de The Lighthouse. Quand même, encore une fois, c'est un film que je trouve fascinant. Donc, The Northman, précipitez-vous le voir en salle, parce que je trouve que c'est un film, encore une fois, qui mérite, enfin, c'est pas tout film mérite d'être vu en salle, mais celui-là, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait qu'en salle, en termes d'immersion, mais les films de Robert Eggers, globalement aussi, sont des expériences, et là, on a affaire à une pure expérience. Si vous voulez vivre pleinement cette expérience fascinante, galvanisante, angoissante, malaisante, et ben allez-y, foncez, c'est un petit bijou. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore une fois toujours de votre écoute. N'hésitez pas à partager en commentaire vos avis, ce sera avec grand plaisir d'en discuter. Salut à tous, bonne soirée.